Bonjour Sylvie Larue. Bonjour Pablo. Bonjour Franck Prouet. Bonjour Pablo. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Alors Sylvie, tu travailles à la coopérative Cerise et toi Franck, tu es médecin généraliste. Vous faites tous les deux partie des initiateurs d'une pétition intitulée Brevet sur les vaccins anti-Covid, stop réquisition, point d'exclamation, qui a recueilli plus de 5000 signatures et qui a le soutien de nombreux syndicats et associations. Vous appelez notamment à ce que les vaccins deviennent des biens communs de l'humanité. Franchement, est-ce que vous y croyez encore que ça puisse le devenir? Il le faut, puisque les brevets sont un frein absolu à la diffusion de ce qui devrait être un bien commun. On le voit, c'est la pénurie, c'est les prios, c'est un apartheid vaccinal qui prive les pays les plus pauvres de vaccins. Et donc, il n'y a pas d'autre moyen, notamment dans la course face aux variants, que de fabriquer des gestes barrières et de la prévention avec la population, de renforcer le système hospitalier et médical, c'est clair, c'est l'urgence absolue. Mais en termes de moi, la question centrale, ça sera bien celle de la vaccination et de l'accès à la vaccination autour des biens communs, autour de la fin des brevets, autour de la réquisition pour produire ces vaccins. Alors, il y a d'ores et déjà eu ce type de débat, notamment au sein de l'OMC, où il y a des pays qui demandent l'ouverture temporaire des règles de propriété intellectuelle, notamment sur les vaccins de Covid-19. De façon très schématique, mais tristement réaliste, vous avez d'un côté les pays du Sud qui sont pour et les pays du Nord qui sont contre, notamment l'Union européenne et les États-Unis. Est-ce que c'est ça qui est en train de se jouer? C'est les riches contre les pauvres et nous, on serait dans le camp, enfin la France en tout cas, serait dans le camp des riches et c'est pour ça qu'on n'en veut pas de l'ouverture de l'ouverture des brevets? Moi, je voudrais juste, avant de répondre à ta question, Pablo, dire que on y croit au fait de gagner cette bataille parce que il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour demander que les brevets soient suspendus. Et ça, on est dans un mouvement très important. Et c'est une raison qui nous fait penser qu'on peut gagner cette bataille-là. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est aussi parce qu'il y a eu des batailles de ce type qui ont été menées, Franck pourra en parler, notamment sur les traitements contre le sida. Donc, il y a eu déjà des batailles de ce type qui ont été menées. Et puis, parce que ça devient de plus en plus insupportable de se dire que ce sont des logiques de profit, des logiques capitalistes, de mise en concurrence, des pays entre eux, des peuples entre eux, ça devient de plus en plus insupportable, cette logique-là. Et non seulement c'est insupportable, mais en plus, c'est complètement inefficace. C'est-à-dire que sortir de la pandémie, ça nécessite qu'on s'en sorte tous ensemble, qu'on soit pays riche ou pays pauvre. Et donc, il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Donc, il n'y a pas d'autre moyen de sortir de ces logiques de concurrence, de ces logiques de profit et de privilégier et la coopération et la mise en commun. Alors, Sylvie parlait des batailles précédentes, notamment celle de la lutte contre le VIH. Est-ce que, par exemple, quand on parle de la lutte contre le VIH, est-ce que des mesures comme celles que vous demandez aujourd'hui pour le Covid ont réussi à être prises, c'est-à-dire des mesures, par exemple, de suspension des règles de propriété intellectuelle ou des réquisitions d'usines. Est-ce que ça a été le cas par exemple, la lutte contre le VIH ou pour d'ailleurs d'autres maladies? Oui. Alors, par rapport au VIH, au virus du sida, on se rappelle où est-ce qu'on en était, hein. En 2001, les 39 plus gros laboratoires mondiaux ont avoué qu'ils préféraient leur profit à la santé des populations, notamment africaines, en mettant en procès le gouvernement de Pretoria, tout simplement parce qu'elle avait fait une loi pour produire des génériques à bas coût contre le VIH, hein, et ça permettait de diviser par 100 le prix d'un traitement. Donc, du coup, il devenait abordable. Évidemment, les brevets n'ont pas sauté, mais la mobilisation, le scandale absolu qu'était ce procès a permis d'autoriser des mesures un peu dérogatoires aux droits de propriété intellectuelle. Mais revenons aujourd'hui sur les chiffres de l'apartheid vaccinal, parce qu'il faut que les gens saisissent bien ce que ça veut dire. Les vaccins ARN, Pfizer et Moderna ont été achetés entre 96 et 100% par
les pays les plus riches qui ne représentent que 14% de la population mondiale. Hein, et l'OMS estime que seuls 10% de la population pauvre du monde aura accès à des vaccins anti-Covid à la fin de l'année. Voilà la réalité. Et donc, aujourd'hui, réussir à faire sauter les brevets, c'est quelque chose de central pour permettre la vaccination de la population mondiale. Et Sylvie l'a dit, il y a une course aujourd'hui, on le voit bien, hein, les variants sud-africains, les variants amazoniens, qui sont plus contagieux et qui échappent à un certain nombre de vaccins. Donc, il y a un apartheid vaccinal et en même temps, ceux qui décident de la stratégie vaccinale, ça, la production, ce n'est pas des experts, des citoyens qui se réunissent en disant il nous faudrait développer ce type de vaccin, ce type de vaccin. C'est le marché qui nous dit utilisez l'AstraZeneca, alors que l'AstraZeneca, on sait qu'il va être beaucoup moins efficace sur le variant sud-africain. Donc, ce qui domine aujourd'hui, c'est les brevets, c'est les choix de production, alors qu'il faut le rappeler, les financements sont publics. Voilà, et qu'on a des usines à l'arrêt. Sanofi en France a des usines de production de vaccins qui sont à l'arrêt, tout simplement parce que les uns ont leur marché et leurs brevets, et les autres n'ont pas de brevets, ils ne produisent pas. C'est pour ça qu'en plus des brevets qui doivent être suspendus, arrêtés, pour ça qu'on dit stop, il faut réquisitionner les entreprises de la pharmacie pour qu'il y ait une augmentation de la production mondiale. Alors, avant de revenir sur la question de la réquisition et de la production, j'ai l'impression que le problème, c'est une question d'égoïsme national, en fait, plus que d'acceptation ou d'assujettissement à une idéologie capitaliste et au fait de croire que le marché va tout résoudre. En fait, c'est plutôt au niveau de chaque pays, en fait, que chaque gouvernement ou chaque chef d'État veut résoudre le problème à l'intérieur de ses frontières. Mais que ce n'est pas tant un problème capitaliste, du coup. C'est plutôt un problème vraiment nationaliste, en fait, d'égoïsme national. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas tout à fait, parce que la base de ce nationalisme vaccinal, on l'appelle comme ça, c'est la pénurie. Or, la pénurie, elle est organisée par les brevets. Et cette pénurie, elle est par rapport au Sud, mais elle est aussi par rapport aux plus pauvres, et c'est souvent les plus frappés, même en France. On voit la Seine-Saint-Denis, il n'y a qu'un tiers des rendez-vous de vaccination qui sont autour des habitants de Seine-Saint-Denis. Et c'est des gens qui ont plus accès aux outils informatiques qu'ils ont. Donc, je pense que le nationalisme vaccinal, c'est-à-dire chacun pour soi, il est lié à la pénurie, il est lié au fait que grâce à ça, les entreprises de la vaccination font des surprofits. On a bien vu le scandale de la 6e dose. On a vu Pfizer nous dire vous prenez une 6e dose, on vous livre 20% en moins et donc on aura 20% en plus. Donc, ce sont les deux faces d'une même pièce qui s'appelle les brevets, qui s'appelle le marché, et qui sont en situation de pénurie. Chacun veut être servi le premier. Alors après, donc effectivement, il y a la question de la production et vous demandez, c'est pour ça que vous demandez les réquisitions d'usines. On arrive à imaginer pourquoi ça pourrait marcher en France parce qu'on a des usines en fait qui produisent des médicaments et qui pourraient produire, à mon avis, des vaccins. Mais est-ce que ça marche dans tous les pays du monde? Est-ce que tous les pays du monde ont les structures de production capables de produire, par exemple, des vaccins? Alors, pas tous, mais par exemple, un pays comme l'Inde a une énorme capacité de production de vaccins. D'autres pays s'en sont dotés, l'Afrique du Sud et autres. Je vous rappelle que l'Afrique du Sud vend ses vaccins sur le marché mondial Et la France. et qu'en même temps, il doit racheter à des prix extraordinaires d'autres vaccins pour avoir des vaccins adaptés le double du prix normal, adaptés aux variants sud-africains. Donc non, le fait de faire tomber les brevets, c'est ce qu'on demande, ou qu'il y ait des licences obligatoires gratuites, ça permettrait à ce que toutes les capacités de production soient mobilisées. Or, aujourd'hui, il y a des capacités de production dans les pays riches. On pense à Sanofi qui ne produit pas de vaccins et on en a discuté avec les syndicalistes Sud et CGT de Sanofi. Ils nous ont dit on produit déjà des vaccins à virus modifiés, on sait le faire, mais on a aussi des zones de confinement à moins 80 et donc on peut produire des vaccins à ARN messager type Pfizer ou Moderna qui nécessitent des technologies particulières. Mais pour ça, il faut faire sauter les brevets. Donc la question des brevets au maximum, ce qu'on demande, ou la question des licences d'office obligatoires
et gratuite, c'est des éléments qui permettraient d'augmenter la production vaccinale. Moi, je Et ne connais d'ailleurs, pas. Excuse-moi, vas-y, Franck. Sylvie. Vas-y. Ouais, moi, je ne connais pas toutes les capacités de production de vaccins dans le monde, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait la volonté de ne pas laisser l'autonomie aux pays qui peuvent le faire, de pouvoir le faire. Et c'est même pire que ça, c'est-à-dire que là, on est en train d'imaginer un système qui s'appelle le COVAX, et qui est de dire on va consacrer une partie de la production des vaccins à l'Afrique. C'est Macron qui propose qu'il y ait 3 ou 5% des vaccins qui soient livrés à l'Afrique. Et c'est vraiment proprement scandaleux. C'est-à-dire qu'au lieu de leur permettre d'avoir une autonomie de production, on leur dit on va vous faire une aumône. En plus, ça n'a pas de sens parce qu'en France, eh ben, on n'est pas capable de faire cette livraison puisqu'il nous manque des vaccins déjà pour vacciner la population en France. Donc, c'est une aumône. Je trouve que c'est méprisant et c'est toujours dans cette logique. Donc, ça veut dire que on permet uniquement l'achat aux laboratoires qui aujourd'hui ont trouvé des vaccins. Et donc, en gros, cet argent public, eh ben, il sert à maximiser les profits de Pfizer et des autres laboratoires qui ont trouvé les vaccins. Alors, dans votre pétition, vous parlez de contrôle citoyen sur les accords, les essais cliniques, la pharmacovigilance pour des vaccins sûrs et bien testés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, contrôle citoyen? Qu'est-ce que vous entendez par contrôle citoyen? Depuis des années, il y a des associations médicales qui dénoncent les scandales de santé. On s'est aperçu que tous les scandales de santé autour des médicaments ont tous et toutes, c'est incroyable, le Mediator, le Levothyrox, c'était dénoncé par des associations de patients, des associations de pharmacologie, je pense à la revue Prescrire, ou des revues comme la revue Cochrane. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, on pense que les scientifiques, des médecins, des épidémiologistes, des pharmacologues, associés aux syndicats, associés aux citoyens, devraient avoir tous les éléments d'information, c'est-à-dire l'accès aux brevets, l'accès aux essais cliniques et la pharmacovigilance, c'est-à-dire le suivi après, pour dire tel vaccin, c'est plutôt pour telle indication, tel vaccin, c'est plutôt pour telle autre indication. Or, aujourd'hui, c'est le secret commercial qui préside, alors que c'est une stratégie de santé publique qui devrait être là. Et je reviens un petit peu en arrière pour rebondir quand même sur ce que disait Sylvie. Pourquoi est-ce que Macron nous sort son histoire de 5% des vaccins des pays riches vers les pays africains et les pays pauvres? Tout simplement pour masquer le fait que devant l'Organisation mondiale du commerce, malgré ses grandes déclarations sur la solidarité internationale, la France, mais aussi l'Union européenne et les États-Unis ont dit non à la demande assez timide de l'Inde et de l'Afrique du Sud de suspendre temporairement les brevets. Et c'est un moyen de dire je fais quelque chose. Mais en réalité, si on y réfléchit, les pays riches, c'est 14% de la population mondiale. Ils ont quasiment 100% des vaccins ARN messagers, Pfizer et Moderna. Si on donne 5% des vaccins des pays riches à 86% de la population mondiale, puisque les pays pauvres, c'est 86% de la population mondiale, on va donner 5% des vaccins pour 86% des populations mondiales, alors que 14% les pays riches auront 95% des vaccins. C'est absolument scandaleux. Et voilà. Alors, j'ai une avant-dernière question. Vous écrivez, d'ailleurs c'est la première ligne de votre pétition, face à la Covid-19, l'urgence immédiate est à la prévention, construite avec la population au renforcement des systèmes de santé, lits personnels, et pas à la peur du gendarme inefficace. C'est quoi la peur du gendarme? Vous vous positionnez contre le reconfinement, le couvre-feu, enfin, c'est ça la peur du gendarme? J'ai pas très bien compris en fait. La peur du gendarme, c'est de dire qu'une personne seule peut décider de comment la masse des personnes va décider de leur vie. La construction avec les citoyens, c'est quand, par exemple, les enseignants, les personnels des écoles demandent de réquisitionner des classes et des locaux pour diviser les classes,
demande des embauches. Ça, c'est une manière de fabriquer des gestes barrières avec la population. C'est quand, par exemple, les personnels demandent des moyens, du matériel, des réquisitions de médicaments. Fabriquer de la prévention, c'est important parce que les personnes ne font que c'est leur geste. Et quand on décide de sa vie, on accepte les contraintes. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne faut pas reconfiner. Voilà, pas du tout. Ça veut dire simplement que ça doit être fait par les citoyens et pas par des personnes qui nous disent amende à la clé, ce qu'il faut faire à tel et tel moment. Parce que ça, l'application de ça, ça se. En plus, cette demande, au total, on nous demande de faire des choses que le fonctionnement de notre société rend impossible. On nous demande de respecter les gestes barrières, mais on voit ce qui se passe dans les transports en commun. On nous demande à l'école de respecter les gestes barrières. Sylvie sait mieux que moi. Mais en fait, on n'a pas de mètres carrés, on n'a pas de personnel, on ne peut pas faire des dédoublements de classe parce que pour ça, il faut du personnel, de la volonté. Dans les entreprises, on a imposé le masque le 1er septembre. Un vrai scandale. Alors qu'on a vu les salariés, leurs syndicats pourraient expliquer comment une entreprise pourrait être free of Covid en organisant du télétravail dans de bonnes conditions, sans se casser le dos, sans se casser le moral. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. L'urgence est à la prévention et pas à la peur du gendarme. Oui, bon, le premier confinement, c'était quand même assez terrible. Le nombre d'amendes qui ont été imposées à beaucoup de citoyens parce qu'il n'y avait pas de respect, soi-disant, du confinement. Moi, j'ai vu une dame sur mon marché local se faire prendre une amende de 135 € parce qu'elle n'avait pas son papier d'autorisation. Le papier où on écrit je m'autorise à sortir de telle heure à telle heure pour faire les courses. C'était complètement dément, cette logique-là. Donc, c'est ça qu'on dénonce dans la peur du gendarme. Et puis aussi le fait que toutes ces politiques de prévention, elles doivent être construites avec l'ensemble de la société. On en sait quelque chose effectivement au niveau de l'éducation nationale, quand on a des protocoles qui nous tombent du jour au lendemain. Quand moi je suis prof de PS, quand on nous met dehors du jour au lendemain, on ne peut plus faire nos cours dans les gymnases et que nous devons nous organiser du jour au lendemain pour savoir dans quel type d'activité on va faire avec les élèves et comment on va les accueillir. Et quand on n'a pas d'installation extérieure, comment on fait. Enfin bref. Donc ça, c'est assez terrible, cette façon de fonctionner. C'est absolument pas une façon citoyenne de construire les politiques sanitaires. Et il y a pourtant, on est pourtant quand même assez, je dirais, prêt à faire des choses parce que malgré tout, les gens ont accepté les politiques de confinement et ont accepté de faire quand même beaucoup de sacrifices par rapport à leur liberté pour pouvoir faire face à cette épidémie, cette pandémie. Alors, j'ai une dernière question, Sylvie et Franck. Votre pétition est signée par des associations et des personnalités, mais pas de mouvements, de partis ou de personnalités politiques. Est-ce que c'est un choix délibéré? Comment est-ce que vous jugez le politique sur le sujet de la lutte contre le Covid par rapport au point qu'on a abordé dans l'entretien? Ouais. Le rapport aux politiques reste assez parfois conflictuel. Donc, la décision qu'on a prise, c'est de privilégier d'abord des signatures d'organisations associatives, de syndicats, de collectifs citoyens et de personnalités, entre guillemets. Mais ça ne veut pas dire qu'on refuse de travailler avec les politiques. Donc, on a sollicité maintenant les organisations, les mouvements politiques, les élus, pour qu'ils s'expriment à propos de notre pétition et sous la forme qu'ils le souhaitent, c'est-à-dire soit un texte, soit on a proposé aussi des prises de parole et des vidéos pour qu'on diffuse sur le Facebook du collectif. Et on a déjà eu un certain nombre de soutiens et on souhaite que ça puisse se déployer. Alors, pour continuer dans ce que dit Sylvie,
Notre objectif, c'est de créer un véritable mouvement citoyen unissant syndicats, associations, scientifiques, personnalités. Donc là est venu aussi le temps de demander le soutien des responsables politiques, mais surtout de lancer un mouvement citoyen. Et de ce point de vue-là, on s'est adressé aussi à la pétition Initiative citoyenne européenne, on s'est adressé aussi aux autres appels, pétition du professeur Benarous, de Parada et des choses comme ça, pour fabriquer une force autour de ces exigences de bien commun. Et on vous donne rendez-vous, tous et toutes, qui êtes derrière votre écran d'ordinateur, à passer dans la rue ou à vous mobiliser pour ces exigences, et notamment un premier rendez-vous, ça va être unitaire, hein, ça va être le 11 mars, funeste anniversaire de la déclaration de la pandémie, où on va demander partout d'organiser des initiatives devant les entreprises de l'industrie pharmaceutique, devant les centres de vaccination, devant les hôpitaux, pour exiger que les vaccins, les traitements anti-Covid soient des biens communs. Toutes les appels, pétitions vont essayer d'organiser ensemble une conférence de presse autour de ces exigences, et on va aussi organiser un débat numérique en ligne pour essayer de construire quelque chose autour de ces exigences. Et vous nous demandiez est-ce qu'on y croyait? Eh ben, ce n'est pas à nous qu'il faut poser la question. Vous qui êtes en face de nous, c'est à vous de nous répondre. Si vous voulez que les vaccins, les traitements soient des biens communs, en clair, si vous en avez marre de la pandémie, en clair, si vous voulez reprendre du pouvoir sur vos vies, pouvoir de nouveau aimer, avoir de la culture, avoir de la solidarité, et puis être confiné à cette période de vos vies où vous produisez de la valeur pour votre employeur, eh bien, bougez-vous autour des vaccins bien communs. Rendez-vous le 11 mars. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Franck et Sylvie. Merci. Merci, Pablo.